Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années. Ancienne responsable d'un département achat devenu coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action afin d'être plus épanoui dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @julie-ugs, afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Coucou ma Jess. Hello! Merci pour avoir accepté mon invitation. Ça fait en plus un petit moment que je te disais que je voulais t'accueillir sur mon podcast, donc c'est trop cool de t'avoir. Ouais, j'avais hâte aussi. Je me suis dit, tiens, ça va être un moment authentique, joyeux, et puis certainement, j'espère, avec plein de pépites. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Déjà, je voudrais poser le contexte pour expliquer un peu, peut-être qui tu es, comment on se connaît. Et puis ensuite, je vais te poser quelques questions. Ce sera plus sous forme de conversation. Ce sera pas une interview formelle, hein. Donc voilà, pour le contexte, en fait, Jess et moi, on est amies et Jess, elle est sexothérapeute. Elle accompagne les particuliers, mais aussi les professionnels. Elle est passée dans des émissions de télé, elle est autrice également, elle est conférencière et podcastrice depuis quelques semaines maintenant. Tu as une chaîne YouTube, TikTok et Instagram, et puis on peut te retrouver également sur ton site internet. Je crois que j'ai bien résumé, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est ça. T'as oublié Facebook parce que ça Oui, commence Facebook. à monter Facebook, mais on peut me retrouver en tout cas facilement si on me cherche. Voilà, parfait. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours. Comment t'en es arrivé là où tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu faisais avant? Et explique-nous un peu d'où tu viens, qui tu es. Ouais, écoute, merci en tout cas pour ton invitation et pour ces moments de retour à soi, parce que c'est aussi important. Puis le parcours. Alors à la base, moi j'ai toujours voulu être sexologue. Mais depuis toute petite, j'avais une très forte énergie sexuelle. Je me suis rendu compte, sans savoir ce que c'était, que le bouton du clitoris donnait plein de plaisir. Les premières masturbations, je les ai eues très jeune. Et en fait, je savais que c'était quelque chose qui était hyper puissant, l'énergie sexuelle, pas que pour la sexualité, mais pour le bien-être, etc. Bref, j'avais mis ça de côté, j'ai pas osé assumer. Voilà, le fait de vouloir en tout cas accompagner dans la sexualité. Et finalement, je me suis retrouvée à travailler dans de grandes boîtes internationales. Finalement, pas très longtemps parce que je me suis rendu compte que à force de bouger de boîte en boîte, j'ai compris qu'il y avait peut-être un problème. Voilà, j'ai travaillé dans de grosses boîtes internationales à Londres, à Paris notamment. Et puis j'ai vadrouillé beaucoup dans d'autres pays. J'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Rio, j'ai vécu à Paris et maintenant on me trouvera dans le sud-ouest. Voilà. Et en fait, juste pour dire un peu mon parcours, en tout cas professionnel, le déclic, ça a été d'avoir une rupture, notamment à cause de la sexualité. Et de me rendre compte que oui, en fait, les gens ont besoin de travailler dessus, les gens ont besoin d'être accompagnés dans leurs relations amoureuses et dans la sexualité, comprendre aussi qui on est en tant qu'être sexuel, nos besoins, nos désirs, qu'est-ce qui fait qu'une alchimie avec une personne fonctionne aussi ou pas. Et puis je me suis dit, bah non, oui, les gens ont besoin et j'ai commencé par moi, bien sûr, parce que ça commence toujours par soi et on est convaincu voilà, de ce que ça peut nous apporter aussi et du bien que ça peut faire autour de nous. Et ensuite, j'ai développé tout ce que tu as cité, Julie, au fur et à mesure, bien évidemment, ça s'est pas fait d'un coup. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es sexothérapeute, Jess? Depuis 2016. 2016. Et avant, quand tu travaillais dans des multinationales, tu faisais quoi comme poste? J'étais ce qu'on appelle, alors j'ai travaillé dans des agences médias, ce qu'on appelle insight manager. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant qu'une publicité passe ou avant un plan média, c'est devoir déjà comprendre bien la cible de consommateurs et d'avoir la bonne stratégie de communication pour elle. J'ai travaillé chez Ipsos, TNS Sofres, notamment aussi chez une boîte qui a été rachetée par IBM, tout ce qui était project manager ou encore quand j'ai travaillé chez Ipsos ou TNS Sofres, c'était vraiment du poste très post publicitaire
Bref, je sais pas si vous savez un petit peu tout ce que c'est, mais c'est en gros, avant qu'une publicité passe à la télévision ou passe dans les médias, bien valider que la compréhension du message est claire pour les consommateurs. Ok, top. Donc du coup, très marketing. Alors, tu as fait des études en marketing ou rien à voir? Oui, ouais. Très marketing. Et du coup, est-ce que tu es d'accord que ça te sert énormément depuis que tu es entrepreneur, Ah cette mais casquette, toute ton expérience salariale? Ouais. complètement, mais complètement. Sur le moment, je pense que je me suis pas rendu compte, tu vois? Parce que, bah, moi, j'avais besoin de faire ma transition. J'étais vraiment dans voilà, dans l'apprentissage, du métier, en tant que sexothérapeute, en sexologie positive. Enfin, j'ai fait plein de choses, plein de formations à l'étranger. En France, ça m'a pris énormément de temps, tout ça, forcément. Et puis tu sais, je me suis un peu coupée de ma vie, salariale avec toutes mes compétences, finalement, toutes mes casquettes de project manager, d'insight manager, de marketing management et cetera. Et puis, en fait, bien sûr que ça me sert. Ça me sert tous les jours. Je me suis même fait la réflexion il y a 2 jours en me disant: «Mais waouh, heureusement que j'ai fait ce métier, en fait». Parce que je gère tellement de projets en même temps que ma casquette de project manager, elle est géniale, finalement. C'est clair. Et du coup, on parlait un petit peu de ton parcours, mais on n'a pas parlé, du fait que le sexe soit quand même un sujet assez tabou dans la société. Mmh. Du coup, qu'est-ce qui a fait que, tu t'es dit: «Bon, je vais me lancer sur ce truc-là», même si toi, tu ressentais un intérêt, personnel, que, bah, tu m'as dit le déclic, c'est, la ça a été une rupture et cetera. C'est quand même un sujet qui est tabou, donc c'est pas évident non plus de se lancer, sur cette thématique, comment tu as fait? Mmh. C'est une très bonne question parce que c'était pas évident. C'était pas évident d'assumer aussi le regard des autres, ceux qui me connaissaient. Parce que cette transition-là, le fait, bah, qu'on te voit sous une casquette et puis après, tu parles de fellation divine et de masturbation, voilà, faut assumer. Moi, je pense que ce que j'ai fait, c'est que, je me suis, j'essaie de me souvenir parce que pour moi, c'est maintenant tellement naturel, mais de me dire que, de toute façon, si je ne le fais pas, je pourrais «passer à côté de ma vie», entre guillemets. Et il y a aussi quelque chose que j'ai fait, c'est, d'assumer pleinement et très vite auprès de mes proches pourquoi je fais ça et pourquoi c'est important pour moi de faire ça. Et le fait de, entre guillemets, de partager mon why et de dire: «Mais oui, mais c'est important parce qu'on n'en parle pas assez et moi je vais le faire», ça a été, comme si je me donnais, l'autorisation toute seule, en fait. Tu vois? D'ailleurs, j'attendais pas l'autorisation de quelqu'un, c'est juste, tu vois, de me reconnecter à mon pourquoi et à chaque fois que j'ai eu des doutes, à chaque fois que, tu sais, tu as des haters, tu as des gens qui t'écrivent, enfin, j'en ai plus vraiment maintenant parce que voilà, bah, je me suis assise et on sait qui je suis, entre guillemets, pour, les personnes qui me suivent depuis un moment, mais au début, j'avais quand même des va au diable tout le temps et puis, des, «Je t'aime» ou, des, «Tu parles que de ça, tu es une info». Enfin bref, il y a des choses comme ça qui se passent et sur le moment, bah, quand tu démarres, bah, c'est compliqué. C'est compliqué de gérer, c'est compliqué de tu as des doutes. Tu te demandes, si, vraiment, les gens, bah, ils accordent de l'importance à ton message parce que visiblement ils ne le voient pas. Et en fait, à chaque fois, ce que je faisais, c'est que je me reconnectais à pourquoi je faisais ça et aussi quand j'ai commencé à accompagner, les témoignages que j'avais en retour, qui m'aidaient énormément à m'accrocher sur ma mission. OK, top. Et on est d'accord que, quand tu dis que tu as commencé, par toi d'abord, tu t'es fait accompagner en sexothérapie, toi d'abord, c'est ça? Et ensuite tu t'es formée? Exactement. En fait, je me suis fait accompagner, pas forcément en sexothérapie parce que j'ai une grosse casquette, en sex coaching, en tantra notamment et je me suis a fait accompagner personnellement pour des choses que j'avais envie de travailler. J'avais envie de savoir, en fait, qui j'étais en tant qu'être sexuel. Parce qu'on parle beaucoup de connaissance de soi, de conscience de soi, de développement personnel, mais moi, personnellement, j'avais fait tout ce chemin-là, mais je ne savais pas qui j'étais en tant qu'être sexuel, comment était construite mon identité sexuelle et en fait, quel être sexuel j'étais tout simplement et ce que j'avais envie de vivre en tant qu'être sexuel. Et puis j'ai pris, des outils à droite à gauche et puis moi-même je suis très créative aussi et je fais beaucoup d'introspection et j'ai créé, bah, voilà, ma méthode, des outils pour pouvoir ensuite les transmettre. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dans ta manière de voir les choses, c'est que c'est vraiment c'est de la sé on parle de sexualité positive. Moi, je trouve que tu as une approche hyper bienveillante et on voit, en fait, que tu as une casquette, de thérapeute et de coach
de la manière dont tu t'exprimes, comment tu accompagnes les gens et je vous invite vraiment à regarder un peu ce que fait, Jessica parce que c'est pour tout le monde en vrai, qu'on soit intéressé ou pas par la sexualité. Je pense que ça apporte aussi une vision des interactions en fait. C'est pas une question de sexe au final, c'est comment on interagit avec les autres, comment on approche le consentement dans notre communication et c'est plus de la communication bienveillante, qui est le cœur en fait de ton métier que, juste la sexualité. C'est comme ça? Complètement, c'est ça et puis on apprend beaucoup sur soi. Moi, je me suis rendu compte du lien entre sexualité et entrepreneuriat, par exemple et déjà quand je travaille avec les chakras, je vois très bien quand quelqu'un n'arrive pas à communiquer même son message, à comment le chakra de la gorge, parfois il est bloqué et dans la sexualité ou dans la relation amoureuse, parfois on n'arrive pas à dire ses désirs, ses besoins, ses limites et c'est bloqué aussi. Le fait de, par exemple, de pas être ancré, assez ancré, que ce soit dans la sexualité, avoir pas une bonne qualité de présence entre guillemets ou devoir travailler sa qualité de présence pour être vraiment en connexion avec l'autre, bah, je le vois aussi que parfois ces problèmes d'ancrage, on les voit dans la vie de tous les jours. Où on a envie de se disperser, où on n'est pas focus, où on ressent pas, où on n'est pas à l'intérieur de son corps, où on est coupé de ses sensations, de ses émotions. Quand on travaille, par exemple, j'ai travaillé avec, parce que je suis formatrice aussi, je forme des thérapeutes et des coachs, en tout cas sur cet aspect-là sexo et outils psychocorporels. Et on travaillait sur les chakras avec justement le sixième chakra, troisième œil, vision, clarté. Et quand on a du mal à avoir des idées claires, à se projeter, que ce soit dans une relation amoureuse ou même, justement dans sa vie professionnelle ou dans ses projets de vie, bah, parfois, tu vois, c'est un peu embrouillé et comment est-ce qu'on travaille ce 3e œil pour pouvoir avoir une vision et une clarté claire? Ouais, c'est hyper intéressant cette dimension, énergétique que tu apportes. Bon, faut rappeler que tu as des origines indiennes Oui. et que les chakras, et le tantra d'ailleurs, sont originaires d'Inde. Bah, comme tu le sais, moi, je travaille aussi avec l'énergétique et le human design et clairement, c'est ce que tu dis, hein, c'est, le chakra de la gorge, c'est la communication, mais il y a aussi le chakra sacré qui est la création, mais aussi la connexion à sa sexualité, son énergie vitale, et le manque d'ancrage, c'est aussi un peu, bah, ne pas savoir ce qu'on veut, toujours s'adapter, à l'autre, faire plaisir à l'autre, ne pas être ancré avec, qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on désire nous-mêmes et par ce que tu disais par la vision, c'est les gens qui ont du mal à savoir, ce qu'ils veulent. Ils arrivent pas à se projeter, ils arrivent pas à l'imaginer, donc du coup, pour eux, ça n'existe pas et dans les relations, je trouve que ça impacte également énormément, notre manière d'interagir avec les autres parce que du coup, on se perd dans notre sexualité si on ne sait pas qui on est, si on n'arrive pas à se projeter, si on en fait, on est dissocié un peu de notre corps et ça se ressent énormément. Donc, merci pour cet ajout. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu justement de tes origines, comment tu as découvert le tantra? Qu'est-ce que c'est le tantra? Parce que en fait, la version new age que les gens voient sur les réseaux, elle est complètement différente. Moi, je le sais parce que, bah, par mon intérêt, par rapport à l'énergétique, à l'Inde, mes voyages en Inde et cetera. Est-ce que tu serais d'accord pour nous en parler un petit peu plus? Bien sûr. Alors effectivement, moi je suis, métisse indienne, de père indien, de maman métissée et j'ai toujours été baignée dans la spiritualité et dans l'énergétique, dans le prendre soin, dans les textes pleins de sagesse avec, des parents, tout plein de sagesse aussi et à la base, le tantra, c'est une philosophie bouddhiste qui existe depuis des millénaires et ça a rien à voir avec la sexualité, c'est vraiment des textes en sanskrit pleins de sagesse avec des rituels, les méditations font aussi partie du tantra, le yoga fait partie du tantra et en fait, c'est vrai que moi, je l'utilise pour la sexualité parce que ça nous permet d'être connectés à l'énergétique, à la spiritualité, à la présence, à la base, tantra, c'est vraiment étirer, étendre les liens. Si je dois, tu vois, te dire à peu près, étymologiquement ce que ça voudrait dire. Et quand on parle des 7 chakras, c'est vraiment, je vais essayer de la faire simple. On dit qu'on a 7 chakras et l'énergie, en tout cas, circule le long de ces 7 chakras-là pour atteindre donc le premier chakra, c'est le pied périnée et 7e chakra, la couronne. On est connecté à quelque chose de plus grand que soi. Et dans la vie de tous les jours et c'est vrai qu'on parle beaucoup de néo-tantra maintenant, Julie, puisque tu disais, que, bah, c'est un peu, voilà, on voit un peu, de tout aussi d'ailleurs et
pour moi, s'il n'y a pas cette philosophie, en tout cas sacrée, voire spirituelle, énergétique, on n'est pas vraiment dans du tantra pur, enfin pur. Les puristes seraient pas d'accord s'il n'y a pas ce côté sacré, cette dimension sacrée. On parle beaucoup de néo-tantra parce que bah, ça a été amené en Occident et c'est vrai qu'on l'utilise un peu plus dans notre vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est très accessible et cette qualité de présence, cette conscience, etc., des petits rituels qu'on pourrait même avoir, c'est quelque chose qu'on peut vraiment avoir maintenant dans notre vie de tous les jours et c'est pas les gens pensent que c'est un perché, deux parfois partouze, tu vois, c'est en tout cas c'est ce qu'on trois bah c'est le truc un peu ésotérique où on se touche pas, mais ils savent pas vraiment ce que c'est. Et si vous avez envie de découvrir, je vous recommande vraiment à le découvrir parce que ça change. Moi, ça m'a changé la vie. Et même si j'ai été baignée dedans, j'ai quand même continué à explorer, tu vois, toujours à aller chercher d'autres choses, à bien comprendre la philosophie derrière, à me faire accompagner aussi, parce que pour moi, ça débloque plein de choses, quoi. Quand les chakras sont alignés, ben la vie elle est plus belle. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment des fausses croyances liées à tout ce qui est tantra, sexualité de manière générale. Et je trouve que c'est très chouette que tu participes justement à clarifier et de manière accessible parce que bah tu as des contenus quand même qui sont très clairs, t'expliques en en une courte durée parce que tu utilises les réels, par exemple sur Instagram, un concept. Et ça, je trouve ça génial. C'est court et concis et c'est droit au but. Donc top. Et puis tu vas pas prendre des pincettes, tu utilises les vrais mots quoi. Tu vas utiliser le mot pénis, le mot verge, le mot vulve, le vagin, et cetera. Enfin, je veux dire, on passe pas par des métaphores, quoi. Donc voilà, celles qui apprécient l'énergie, un peu, cash, un peu, genre on appelle des chats, bah voilà, en tout cas, n'hésitez pas à consommer le contenu de Jess. Si moi je reprends vraiment la perspective des réseaux, je me dis comment toi tu as pu contourner tout ce qui est tabou? Parce qu'on sait que si tu utilises, des mots, qui sont, censurés par les réseaux, comment tu fais pour faire de la pub? Comment tu fais pour, que tes contenus soient visibles par ton audience? On est toujours sur la select, Julie, c'est un gros sujet. On est toujours sur la select. Figure-toi que j'avais un compte TikTok qui comptait plus de 500 000 abonnés qui a été perdu en quelques secondes. Je me souviendrai toujours parce que c'était l'été, je crois que c'était l'été dernier. J'ai trouvé quand même un compte qui a un semblant qui a quand même de la gueule aujourd'hui, mais ça a été très difficile parce que on vit encore dans une société hypocrite. Mmh. Le sexe, il est partout. Il y a énormément d'abus, de choses, etc. Et quand on est dans quelque chose d'éducatif, ou franchement, alors je peux comprendre peut-être qu'il y a eu des choses un petit peu borderline, mais ça montre complètement l'état de la société actuelle, où c'est hyper tabou, où on n'a pas le droit d'en parler, où alors oui, peut-être qu'il y a des enfants, etc. Je conçois, mais il y a quand même des choses qu'on voit régulièrement où le sexe est là, quoi. Donc c'est vraiment très hypocrite. Donc c'est pas facile. Au niveau de la pub, c'est pas facile. Il faut vraiment le travailler, passer par des mots qui sont différents, où on n'est pas du tout, on suggère pas le côté sexuel en tout cas. Et il faut toujours travailler avec des mots intimité, à la limite même intimité. Attention, c'est touchy. Euh, voilà, tu passes quand même par des chemins différents. Et puis surtout, on fait très très attention parce qu'on sait très bien que on peut perdre notre compte à n'importe quel moment. Donc c'est très délicat. C'est vrai qu'on fait pas beaucoup de publicité en fait. On fonctionne beaucoup en organique. Et d'ailleurs, voilà, c'est nos réseaux sociaux et comment est-ce qu'on communique sur les réseaux sociaux et notre stratégie de communication qui fait aussi Secréthérapie et Secréthérapie Academy aujourd'hui. Ouais. Comment t'as fait, du coup, pour être, repérée par les médias? Vu que Mmh. tu fais pas trop de pub et que tu comptes que sur l'organique? Ouais. Et ben j'étais étonnée parce que les journalistes sont sur les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens sont tellement dessus que ça peut être vraiment intéressant d'être un peu partout. Et puis, bah, tu sais, ce qui est génial avec les réels, c'est que t'es pas obligé d'avoir des réels qui cartonnent tout le temps. Tu peux avoir un réel qui a fait 1, 2, 3, 4 millions de vues. Et puis, bah, sur les 3, 4 millions, il y a peut-être quelqu'un qui va tomber et puis qui est journaliste, tu vois, qui travaille dans une maison d'édition. Et moi, ça a été comme ça, en fait. Mmh. Génial. Donc comme quoi l'organique, il y a encore de l'espoir, hein. Il y en a plein qui disent que l'organique, c'est fini. Moi, je pense que non. Ouais. Ce sera un autre débat. C'est clair.
Quel a été, un de tes plus gros challenges entrepreneuriaux, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ton métier? Je pense que, tu vois, celui-là, par exemple, typiquement, c'est un challenge. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours parce que je peux pas toujours communiquer comme j'en ai envie. Il y a des choses, que j'ai envie de faire, montrer différemment et je suis toujours, tu sais, tu toujours un petit peu comme ça là, en train de trembler, en train de te dire: «Mais non, mais en fait, si je fais ça, ça peut s'effondrer». Ça reste toujours un challenge, donc on est toujours, avec l'équipe en train de naviguer, tester, voir, réajuster tout le temps. Ça, c'est un vrai challenge. Le deuxième challenge, je pense que ça a été, vraiment de comprendre aussi mon énergie et de pas faire comme tout le monde parce que à un moment donné, je me suis retrouvée et tu le sais, je me suis retrouvée à un point vraiment où j'étais épuisée mentalement, épuisée physiquement. Alors aujourd'hui, j'en parle comme ça parce que je le vis plus, mais en fait, je me suis, rappelée, parce que j'étais au sport hier et je me suis dit: «Mais, ça en fait, ce que j'ai fait là avec la forme et tout, il y a quelques mois, j'étais littéralement épuisée. Mon corps ne pouvait plus bouger comme je faisais avec le dynamisme que j'avais et je me suis rendu compte que ça a été vraiment dur parce que j'ai «adapté» entre guillemets, j'ai voulu faire comme les autres, et pas être en conscience, tu m'as beaucoup aidée dessus et merci aussi, en conscience de mon fonctionnement énergétique. Des fois, tu vois, et je t'en ai parlé, je t'ai dit: «Mais des fois, c'est bizarre parce que j'ai besoin de» c'est vrai que je travaille vite, mais je peux pas m'épuiser à travailler, tout le temps ou être entourée tout le temps et cetera. Ça me prend beaucoup d'énergie et tu sais, des fois, tu te poses des questions, tu te demandes si tu es normal, pourquoi les autres fonctionnent différemment et cetera et le fait d'en avoir justement parlé avec toi, j'ai compris aussi mon fonctionnement, ça m'a beaucoup aidée parce que, autant j'avais compris, tu vois, mon qui j'étais en tant qu'être sexuel et être amoureux, alors être énergétique dans le boulot, c'était quelque part, tout nouveau pour moi parce que j'avais jamais, pris conscience de ça, quoi, jusqu'à temps que je sois littéralement épuisée, physiquement et mentalement. Ouais, et je trouve ça beau parce que pour moi, il y a eu un vrai switch, dans ton comportement parce que je sais qu'avant tu culpabilisais quand tu quittais les soirées où on était tous ensemble et tout. Tu disais: «Je suis fatiguée mais j'ose pas partir, il est tôt, vas-y, je suis une mamie et tout». Alors que maintenant c'est: «Bon, bah, écoute, je vais me coucher, on se voit demain. Kiffez bien les gars». Ouais. En fait, c'est ça et puis j'ai aussi ce truc de tu sais, j'avais ce truc de je voulais pas manquer, «quelque chose» entre guillemets. Surtout, moi, enfin, voilà, pour les personnes, qui me connaissent un petit peu ou qui vont écouter, qui vont me découvrir, moi, je suis très fêtarde. J'adore faire la fête, j'adore danser et cetera et tu as toujours ce truc de: «Je vais manquer quelque chose. J'ai envie d'être là, mais je ne peux pas» parce que énergétiquement, je peux plus suivre, tout simplement. Et je crois qu'il y avait, la culpabilité, le fait aussi de ce regard des autres, de se dire: «Ah putain, la nana, elle se couche elle se barre tôt, quoi» et en fait, maintenant, je comprends que non, c'est un must pour être en forme le lendemain et je dois et je me couche pas à ce moment-là, en fait. J'ai juste besoin d'1 heure, 2 heures pour moi et en fait, ça aussi, je l'assume. C'est-à-dire que, c'est pas: «Non, je vous laisse pas pour aller me coucher», ce qui pourrait être encore mieux, tu vois? C'est: «Je vous laisse pour prendre du temps pour moi, parce que j'ai besoin de ces 2 heures-là pour me reconcentrer sur mon énergie et dormir, tu vois? Et tout ça, c'était vraiment quelque chose de, c'était pas nouveau parce que je le faisais depuis très longtemps, mais c'était nouveau de l'assumer parce qu'en fait, c'est comme ça que mon énergie fonctionne et même amoureusement aussi. C'est-à-dire que ce temps-là que j'ai besoin parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très souvent tout le temps ensemble et cetera, très fusionnels. Moi, j'ai vraiment besoin de fusion, défusion, fusion, défusion, fusion, diffusion. Et le fait de défusionner m'aide énormément à vouloir, j'ai envie de dire vouloir, refusionner. Parce que moi, si je fusionne tout le temps, c'est très compliqué pour moi énergétiquement. Ouais, et on en parlait la dernière fois, avec tes déplacements. Du coup, tu peux trouver un bon équilibre parce que même si, c'est un peu la course quand tu es en déplacement avec tes rendez-vous et tout, ça te permet de dormir seule et d'avoir hâte de retrouver ton homme quand tu rentres à la maison. Exactement. Et tu vois, on en a parlé la dernière fois et tu vois, j'ai réfléchi et je me suis dit: «J'ai toujours voulu, une vie où j'étais souvent et régulièrement en déplacement, soit moi, soit mon homme». Et je me suis dit: «Moi, ma relation de couple idéale, ce serait qu'un de nous 2 soit régulièrement en déplacement». J'avais pas conscientisé pourquoi à l'époque.
Il y a aussi, tu vois, le truc. Alors moi, je suis thérapeute de couple aussi, donc il y a le côté un peu vacances conjugales, le fait de le désir crée le manque, etc. Mais je n'avais pas vu le lien aussi avec l'énergie et le fait de dire que le fait qu'on soit régulièrement séparés me permettrait de me retrouver aussi et me concentrer et nettoyer aussi, tu vois? Parce que c'est pas commun en fait. Moi, quand je dis, parce que bon, pour info, Jess est projecteur. Quand je dis à mes clientes projecteurs que c'est peut-être bien de prendre du temps pour elles, donc soit d'aller se coucher avant leur partenaire, soit de faire chambre à part de temps en temps, si elles sont pas en déplacement. C'est pas commun, donc quand je propose des choses comme ça, les gens sont plutôt réfractaires au début, hein. Mais c'est après, quand leur conjoint ou elles partent en déplacement, c'est là qu'elles mettent beaucoup plus de conscience parce qu'elles ont entendu, et quand on sait, une fois qu'on sait, c'est too late. Du coup, à partir de ce moment-là, elles ont un déclic en se disant, bah en fait, c'est vrai, Julie m'avait dit ça, je ne l'ai pas cru, j'ai pas souhaité essayer. C'est très bien, les gens sont libres, hein, de faire ce qu'ils ont envie. Et en fait, c'est là où elles réalisent que effectivement, en respectant du coup leur énergie et de se retrouver seules dans leur propre énergie, ça leur permet d'être beaucoup mieux et d'avoir un meilleur équilibre, que ce soit dans le couple, dans leur vie, etc. Mais c'est tout ce qui est en interaction. Parfois, ça peut être un peu submergent d'être sans cesse en connexion avec les gens, quoi. Complètement. Et ça, c'est dans le couple, mais je me souviens aussi, je t'avais partagé que j'avais besoin de changer d'énergie régulièrement pour travailler. Je fais aussi beaucoup de home office et je te disais, en gros, j'ai la chance d'avoir plusieurs endroits où travailler. Donc c'est vrai que c'est entre guillemets un luxe, mais des fois, tu vois, tu te poses question parce que je travaille là 2 heures. J'ai besoin d'aller au bord de la terrasse, et puis après dans un bureau qui est dans un autre appartement, et puis ensuite à Bordeaux. Et puis en fait, c'est pas possible. Tu vois, des fois, ça me fatigue d'être comme ça. Et je me dis, non, en fait, j'ai besoin régulièrement de changer cette énergie, de renouveler cette énergie. Tu as besoin de te sentir bien et tu as besoin de capter d'autres choses à l'extérieur pour t'inspirer et pour stimuler ta créativité. Donc, puis ça Exactement. te donne de l'énergie quand tu as des sessions de deep work. Tu as aussi besoin soit d'être seule parce que tu sais ce que tu as à faire, soit d'être inspiré et du coup capter une énergie qui n'est pas la tienne et ensuite revenir chez toi pour te reposer, quoi. Exactement. Et je crois que vraiment de comprendre son fonctionnement, c'est essentiel pour vraiment pouvoir avoir la vie sans culpabiliser C'est et clair. créer la vie qu'on a vraiment envie d'avoir et qui est faite pour soi. Ouais, exactement. C'est hyper intéressant parce que du coup, on parle vraiment de ce qu'on veut apporter sous différentes formes. Donc toi, via la sexualité, et moi via vraiment le coaching pur, le mindset. Mais du coup, ça se rejoint. On a quand même envie que les gens prennent leur pouvoir, reprennent leur pouvoir, un pouvoir qui pensait mis de côté ou qui appartenait à quelqu'un d'autre qu'eux, quoi, qui appartenait à l'extérieur. Donc ça, c'est super. Là, on parle beaucoup de tout ce qui est justement pouvoir, mieux se connaître, et cetera. Tu accompagnes majoritairement des femmes, hein, on est d'accord? En fait, non. Non, non. Ah ouais? Ouais, j'accompagne beaucoup d'hommes. Et au niveau ratio, tu dirais que c'est moitié-moitié? En fait, ça dépend à quel endroit. Alors, au début, c'est intéressant. Au début, j'accompagnais beaucoup d'hommes, et puis ensuite, je sais pas ce qui s'est passé. Les femmes, voilà, bon bref, certainement énergétiquement, peut-être qu'il y avait quelque chose qui avait bougé aussi chez moi. J'ai accompagné beaucoup de femmes, et là, ça s'équilibre de nouveau entre hommes et femmes. Et est-ce que tu vois une différence quand tu accompagnes des femmes particuliers et des femmes entrepreneurs? Complètement. Ouais, complètement. Ça n'a rien à voir parce que les challenges sont différents aussi. Je pense par exemple à plusieurs d'ailleurs femmes entrepreneurs que j'ai accompagnées. Et ce sont des femmes dont l'énergie yang a été parfois surexploitée, surdéveloppée, parce que il y a cette casquette entrepreneuriale et leader aussi. Elles drivent quand même un business. Et en fait, souvent, les problématiques, c'est retourner aussi à leur féminité, à leur sensualité, à leur créativité au service de leur sexualité et de l'amour, et pas tout, tu vois, toute leur énergie au service de leur business.
Ouais, hyper intéressant parce que c'était une remarque que je m'étais faite dans les femmes que j'accompagne, les entrepreneurs. Moi, j'accompagne majoritairement des femmes très young dans l'entrepreneuriat ou des cadres dirigeantes. Et moi, j'ai remarqué que tout ce qui est relationnel, c'est pour ça que je dis que je suis business coach, mais en vrai, je suis coach de vie puisque j'accompagne sur toutes les autres sphères également. Il y a justement, comme elles sont beaucoup dans l'énergie yang masculine, dans le leadership, du coup elles vont avoir du mal à lâcher prise sur le côté perso. Donc elles vont vouloir avoir le contrôle dans leurs relations personnelles, dans leurs relations de couple, dans leurs relations intimes, et elles vont pas supporter aussi la dépendance de l'autre, se laisser prendre soin par leurs partenaires, par leurs amis, et genre en fait c'est je peux le faire donc je le fais. Non, en fait c'est pas Exactement. parce que tu peux tout faire que tu dois tout faire. Et donc c'est retrouver cette part, comme tu disais, féminine, et de l'accueillir et faire un peu danser les deux. C'est-à-dire que tu peux le faire, mais tu peux aussi te laisser faire. Exactement. Et je trouve que dans la sexualité, on le ressent également. Et je donnais un exemple à une de mes copines avec laquelle on parlait il y a pas très longtemps, où en fait, il y a ce moment où je reviens du Mexique, où j'ai ma valise de 20 kilos, j'ai 2 escaliers à monter, et puis on me demande, est-ce que du coup, je peux porter ta valise? Moi, dans ma tête, ce qui se passe, c'est je peux le faire, je l'ai déjà fait plein de fois, c'est pas un problème, même dans le métro parisien, tu vois. Et en fait, là, j'ai accepté qu'on me la porte. Et pareil dans le métro. Avant, je disais non, non, c'est bon. Et maintenant, j'accepte davantage que les personnes qui me proposent leur aide, j'accepte davantage qu'ils m'aident, en fait. Genre, est-ce que je peux Exactement. vous aider à porter un sac? Est-ce que je peux vous aider à porter votre valise? Est-ce que je peux vous tenir la porte? Avant, je Mmh. disais non, merci. C'est très intéressant ce que tu partages parce que là, bon, je sortais d'un congrès, à Paris et j'ai eu plusieurs personnes, hommes et femmes d'ailleurs, j'étais étonnée parce que les femmes me proposaient alors j'avais une petite valise cabine, tu vois? Et heu et je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu, 3-4 personnes ce qui arrive pas tout le temps, hein, mais 3-4 personnes à ce moment-là qui m'ont demandé si j'avais besoin d'un coup de pouce et je me suis dit: «Waouh, c'est vachement cool qu'on me demande». Et bon, ma valise, elle était quand même assez petite, tu vois? Donc et puis j'ai eu quand même ce réflexe de dire non, mais qui est un non qui ressemble un peu au tien, tu vois? Et j'ai juste dit: «Merci de demander». Parce que je pense qu'aujourd'hui aussi, à force qu'on nous les femmes, on se dit, voilà, on peut tout faire et cetera. Il y a ça se parce que bon, moi, je suis dans les relations amoureuses, mais ça peut se perdre aussi le côté gentleman où on va demander, si on a besoin d'aide parce qu'on peut-être parce que nous aussi, on refuse aussi régulièrement, tu vois? Donc je dis: Merci beaucoup d'avoir demandé», de dire: «OK, j'aurais pu en fait te la confier ma valise. Là, vraiment, c'est pas nécessaire, mais merci en fait». Ouais, je trouve ça génial parce que tu accueilles, en fait, l'énergie de l'autre. Tu dis merci de demander au lieu de dire non merci. Non merci, c'est une porte fermée, en fait. Oui. Là, merci de demander, c'est merci pour l'initiative et continue. En fait, je t'encourage à proposer, mais du coup, moi, je passe mon tour pour cette fois-ci, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça et je pense que, et vraiment je le pensais parce que je me suis dit: «Mais, tu vois, ces choses-là, ça se perd». Alors moi, j'étais un petit peu bon, c'était à Paris, tu vois? Donc je me suis dit: «Tiens, il y a des personnes encore, très chouettes, qui sont pas, métro, boulot, rush, on se voit pas et cetera». Non, ils m'ont vue et c'est aussi d'accepter d'être vu et d'accepter aussi d'être vu dans sa vulnérabilité. Exactement, c'est ce que j'allais justement évoquer, c'est la vulnérabilité. Et aussi parce que les femmes qui ont plus de leadership, donc que ce soit des cadres dirigeantes ou les femmes entrepreneurs, du coup, elles acceptent pas l'aide parce que c'est être vulnérable. Mais le truc, c'est qu'elles prennent tellement d'espace dans leur couple au final qu'elles laissent pas leur homme ou leur partenaire, hein, ça peut être une autre femme aussi, prendre leur place, ce qui fait que la relation est déséquilibrée. Et justement, est-ce que toi, tu aurais peut-être des recommandations, des conseils, des petites questions pour justement aider ces femmes-là à rééquilibrer le côté puissance et le côté vulnérable? Ouais, bien sûr. Alors, je vais juste compléter ce que tu dis, Julie, qui est très intéressant. Ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes entrepreneurs qui avaient développé leur leadership, leur yang, énergie masculine, audace, faire, action, c'est vrai. La difficulté qu'elles ont, c'est être et arrêter d'être toujours en train de faire. Et ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est que à la maison, bah, effectivement, c'était elles qui faisaient. Et en même temps en tout cas, les femmes que j'accompagnais m'ont quand même, dit: «Bah, moi, j'en ai un petit peu marre de tout faire à la maison». Exactement. Et Elles attendent de l'autre qu'il prenne l'initiative, mais elles leur laissent pas l'espace.
Exactement. Donc en fait, l'autre, à un moment donné, vu qu'il a pas d'espace, bah, il laisse faire, puisqu'en plus tout est sous contrôle. Donc voilà, donc vaut mieux pas créer des conflits. Donc l'autre, ne prend pas sa place à cet endroit-là. Et moi, ce que je dis souvent, c'est, si on a du mal à laisser de la place à l'autre, c'est très bien se dire: «OK», par exemple, le jeudi, quelque chose que moi je fais avec mon conjoint, typiquement, je vais vous donner un tips. C'est vraiment de dire, «Le lundi, je m'occupe moi de ça, ça, ça et le mercredi, vendredi, c'est toi». Et en fait, si on a un peu ce truc de contrôlant et voilà, ou de d'avoir envie aussi parce que moi je suis en plus coach et thérapeute, donc il y a ce truc de prendre soin de l'autre en plus. Donc il y a le truc de faire, le truc de prendre soin et en fait, le fait de me dire: «Non, en fait, ça, c'est pas mon espace, c'est pas ma place, le mercredi et le jeudi», et ben, en fait, l'autre sait que je vais pas pointer mon bout de mon nez dedans et je sais que c'est ça. Quand, par exemple, on peut avoir alors on peut faire l'amour spontanément et cetera, mais moi, ce que je dis souvent, je partage beaucoup de rituels, beaucoup de pratiques sexo que vous retrouverez sur mon site internet et du coup, dans les pratiques, on a vraiment du donner et du recevoir. C'est Mmh. très important pour moi, vraiment d'être dans le donner et dans le recevoir et toujours avoir cet échange. Ouais, et c'est ce qu'on voit aussi dans les femmes qui sont entrepreneurs, qui sont, dans tout ce qui est formation, coaching, thérapie et cetera. Elles ont tellement l'habitude et envie de donner, 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 qu'elles apprennent pas à recevoir et donc ça, on le voit dans, la manière de fixer ses prix, dans la manière d'accompagner leurs clients parce qu'elles veulent vraiment la satisfaction client, mais elles se disent pas à quel moment moi j'ai du kiff en fait dans l'accompagnement que je fais avec ces personnes-là et à quel moment c'est équilibré de recevoir de l'argent pour quelque chose que j'ai plaisir à donner. Exactement. Et ça, on le voit vraiment dans l'entrepreneuriat et je trouve ça hyper, chouette que qu'on amène ça, en fait, entrepreneuriat et sexo parce que c'est très lié, hein. C'est tellement lié. Ouais, La relation à l'argent, l'énergie sexuelle, si tu es toujours, mendiant, même en amour ou mendiant et que tu as l'impression de pas mériter qu'on t'aime comme tu es, de pas mériter qu'on prenne soin de toi. Moi, alors on va parler cash, hein, moi j'ai des femmes qui me disent: «Oh là là, mais quand il prend 20 minutes pour me faire un cuni, je me sens coupable». Et en fait, c'est de se dire: «Mais non, en fait, on a le droit, enfin, tu as le droit de prendre ton plaisir et tu as le droit d'avoir du temps pour toi ou qu'on prenne du temps pour qu'on s'occupe de toi». Et c'est vraiment de ce truc de: «J'ai le droit de recevoir, j'ai le droit d'être», tu vois? J'ai le droit qu'on s'occupe de moi et quand tu regardes dans la sexualité, bah, moi je le vois, hein, bah, un cuni 20 minutes, c'est long. Prendre ce temps-là pour moi, qu'on prenne du temps pour moi, c'est long, je me sens coupable, tu vois? ouais, elles culpabilisent et du coup, elles vont même avoir tendance à vouloir rendre l'appareil et c'est là Exactement, où l'échange est pas toujours très sain, en tout cas, ouais. quand l'intention est, du coup, à basée sur, un sentiment de culpabilité. Exactement. Là, c'est vraiment et puis on n'est pas obligé de donner, pour recevoir, on n'est pas obligé de recevoir pour donner aussi. Je veux dire Exactement. cet échange, c'est pas au même moment Ouais. et et c'est pareil pour la relation à l'argent. Moi, je vois, vraiment des problèmes de comme tu parlais de fixer des prix, je fixe mon prix, mais c'est jamais assez ce que je donne derrière en termes de service. Parce que, si je donne pas, ça, plus ça, plus ça, plus ça, alors, il y a un problème de valeur et la valeur, elle, c'est la valeur qu'on perçoit. Ne pas oublier la valeur perçue. Ouais et sous différentes formes, en fait. C'est pas parce que, notre partenaire nous fait un cuni que nous, on lui doit une fellation ou un cuni. En fait, c'est pas comme ça. L'échange peut se faire sous différentes formes et on n'est pas obligé de donner donnant-donnant à chaque fois, en fait. En fait, tout est Exactement. équilibre donc de toute façon, ça Exactement. s'équilibrera. Alors c'est marrant, je parle de relations argent, après on repasse au CUNY après. Il est sympa ce podcast. C'est clair, on l'adore. Est-ce que toi, tu as eu un gros, déclic? Parce que là, je t'ai posé la question sur par rapport à tes challenges entrepreneuriaux, mais est-ce que toi, tu as eu des déclics en accompagnant, du coup, des gens, en mode effet miroir ou quelque chose comme ça, ou que tu avais pas vu sur toi-même, par exemple? Très intéressant. Je réfléchis. Je pense que ça peut être, par exemple, dans le couple. Des couples qui viennent me voir ou qui viennent me consulter et que je me dis, bah, tiens, soit c'est une dynamique que j'ai déjà vécue et ça peut renvoyer à quelque chose. Après, est-ce que c'est quelque chose que j'ai vu? Des fois, c'est des petites choses, hein. Ça me marque pas là comme ça,
Mais je sais que je me suis déjà faite la réflexion, mais je saurais pas te dire parce que c'était pas, tu vois, flagrant. Mais je me suis déjà dit: «Tiens, c'est intéressant» et puis je trouve qu'on apprend tellement avec les personnes qu'on accompagne aussi. On est au cœur de l'humain et nous-mêmes, si on est au cœur de soi et connecté à soi, bah, forcément on évolue avec nos clients. Ouais, complètement. Moi, j'ai fait le tour des questions que j'avais en tête pour toi, ma Jess. Est-ce que toi, tu avais, une question à laquelle tu aurais bien voulu répondre ou, quelque chose que tu aurais bien aimé ajouter à notre échange? Mmh. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est, un peu la condition féminine, tu vois? Je me rends compte que, parce qu'on parlait de justement d'entrepreneurs et de femmes entrepreneurs et cetera. Je me questionne beaucoup en ce moment sur la condition féminine et ce qu'on attend de la femme. Parce qu'aujourd'hui, la femme, elle a une place qu'elle n'avait pas avant. Au niveau de l'entreprise, au niveau de la carrière, l'argent, sa contribution au foyer, et cetera. Et je trouve comme en tout cas, ce que j'observe beaucoup, c'est la charge mentale des femmes qui a un impact direct, en tout cas que moi je vois dans la sexualité et le couple. Et peut-être que c'est plutôt un échange, tu vois, avec toi là, parce que c'est quelque chose qui me questionne beaucoup. Je me dis: «Mais est-ce que les gens se rendent compte aussi de ce qu'on demande à la femme aujourd'hui?» Être, une bonne mère, être, une bonne amante, être, ramener aussi de l'argent parce qu'aujourd'hui, ben, il y a des personnes, ils ne font pas forcément de cadeaux. En tout cas, dans les relations, c'est, 50-50, hein, je le vois dans des certains couples. En gros, c'est, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe du ménage, elle s'occupe, de faire les courses, en même temps elle bosse, et moi ce que j'entends beaucoup c'est: «Mais Jessica, j'ai pas le temps en fait, j'ai pas le temps de me poser». Alors moi j'arrive avec ma bonne volonté en train de dire: «Eh ben, ce soir vous allez faire du Kama Sutra moderne les amis». Et puis en fait, bah non, la réalité, c'est alors oui, c'est aussi génial, mais enfin, je me pose vraiment question sur la condition féminine, ce qu'on attend des femmes et du temps disponible, déjà pour elles, ensuite pour le couple, pour que ce soit un temps de qualité. Ouais, Je c'est te laisse peut-être, partager ta réflexion sur le sujet. et au-delà de ça, il y a même l'espace mental, en fait. Parce que Mmh. peut-être qu'elles ont du temps. Par exemple, si elles ont prévu un créneau pour faire un Kama Sutra moderne avec leur partenaire, elles ont peut-être pas l'espace mental qui fait que, elles vont se sentir submergées par de nouvelles informations, par de nouvelles pratiques, de nouveaux exercices, et cetera. Donc, moi, je dirais j'ai eu cette discussion sur d'un point de vue financier. C'est comment valoriser le travail domestique des femmes, dans le couple. Parce que en cas de séparation, bah, du coup, l'homme est souvent celui qui ramenait le plus, d'argent parce que la femme, même en tant qu'entrepreneur, hein, souvent ça arrive dans les premières années, bah, du coup, elle est partagée entre son rôle de maman, son rôle de femme au foyer et cetera. Parce que, bah, il y en a plein qui travaillent en télétravail. Donc du coup, elles vont faire à manger, elles vont garder les enfants, elles vont aller à tous les rendez-vous, perso, scolaires, tout ça, amener les enfants au sport et cetera. Celles qui vont s'en charger parce qu'elles sont entrepreneurs en télétravail ou juste, bah, en télétravail. Et donc il y a ce déséquilibre qui se crée et donc bah, c'était de revaloriser, en fait, tout ce que la femme fait et que, ça se limite pas, seulement à la sphère professionnelle, mais dans l'ensemble. Parce qu'en fait, je pars du principe où la ressource la plus précieuse, c'est le temps et en fait, on calibre uniquement à partir des ressources financières que chacun ramène. Or, si on voit d'un point de vue, plutôt temporel, le temps que tu passes à faire en sorte que le foyer, soit sain, qu'il soit bien entretenu, que la famille se sente bien et cetera. Du coup, ça apporte, une autre perspective et une autre valeur et si je m'amuse aussi à faire avec mes clientes à mettre une estimation financière face à ça, parce que parfois elles me disent: «Oui, j'ai fait 1 heure de ménage, bon, bah, si on avait une femme de ménage, c'est 20 € de l'heure», admettons. Mais en fait, non, parce que le temps que tu passes à faire le ménage, c'est du temps, que tu ne passeras pas sur ton business, c'est du temps que tu prendras pas pour toi. Exactement, ça vaut bien plus que 20 € de l'heure. Exactement, ça vaut bien plus, sachant que souvent on le sait, celles qui aiment faire le ménage de base ou qui savent le faire très bien, elles le font mieux que leurs femmes de ménage. Donc si elles doivent repasser derrière leur femme de ménage, voilà. Donc il y a vraiment tout ça à prendre en compte et je pense que la valeur elle va au-delà de la valeur financière. Et donc j'apporte vraiment cette perspective, quand j'accompagne des femmes sur leurs problématiques, relationnelles, sur, bah, comment elles peuvent redonner de la valeur à ce qu'elles font et pas juste voir les choses, dans un contexte, sociétal, correct, quoi.
Bah, complètement et c'est très juste parce que, il y a 2 choses qui sont là. C'est que déjà parce que tu fais du télétravail, déjà il y a comme un c'est normal que ce soit la femme qui s'en occupe. Ouais, Parce exactement. qu'elle est à la maison. Mais en fait la personne, le partenaire ne sait pas, enfin ne se dit pas, c'est pas parce que tu es à la maison que c'est forcément ton rôle, tu vois? Et surtout tu travailles. Que il y a déjà ça et puis, comme si c'était, naturel et les rôles étaient déjà prédéfinis. Ouais, c'est un dû, genre c'est normal. Voilà, c'est un dû. C'est pas un dû, je pense que c'est toujours important de communiquer dessus. C'est pas parce que je le fais que c'est à moi de le faire, en fait. Ou on en parle parce qu'il y a ça, ça, ça. Enfin, voilà, parce que je pense que tout ça, parfois, enfin, ce que je remarque chez les femmes que j'accompagne, c'est qu'à un moment donné, il y a une routine qui s'installe et des choses qui s'installent dans la dynamique du couple, qui font que ça devient naturel et que les tâches sont, partagées, enfin ça elles sont pas partagées d'ailleurs, souvent. Elles ont été, comme ça, Attribué. ouais, tu vois, à force du temps et je pense que c'est pas parce que les choses, on m'a posé une question il y a pas longtemps, on m'a dit: «Mais comment est-ce qu'on fait pour changer les règles du jeu quand ça fait un moment qu'on est déjà en couple?» Bah, c'est toujours la même chose, c'est la communication. Exactement. Ouais, et ça rejoint vraiment, c'est pas parce que tu peux le faire que tu dois le faire et bah, être dans ton énergie féminine, de recevoir, de dire: «Voilà, j'ai besoin d'aide». Encore une fois, on revient sur ce sujet-là, j'ai besoin d'aide et c'est pas, tu pas besoin d'attendre d'être au bout du rouleau pour demander de l'aide. C'est juste, bah, là, je trouve que, j'aimerais travailler plus ou j'aimerais prendre davantage soin de moi, j'aimerais chiller devant Netflix davantage, j'aimerais passer du temps à me balader, faire du yoga, faire du ce que tu veux. Donc, bah, du coup, est-ce qu'on peut, rediscuter de la répartition des choses? Et mais de toute façon, même quand on voit, hein, des couples qui font tous les 2 du télétravail, parce que, par exemple, un couple entrepreneur ou peu importe, c'est encore la femme qui va faire, les tâches, domestiques davantage par rapport aux hommes, comme tu disais, comme si le rôle était prédéfini. Donc comme tu dis, c'est vraiment de rediscuter si, encore une fois, ça ne vous va pas. Si ça vous va très bien, pas de problème. Exactement, oui, bien sûr, on va pas aller chercher des problèmes là où il y en a pas. C'est juste que moi, c'est vrai que je suis dans la relation amoureuse, dans la sexualité et je me rends bien compte que les femmes, surtout entrepreneurs, ont très peu de temps pour elles et avec ce truc de, je dois être la femme parfaite à tous les endroits, c'est en plus se dire: «En plus, je dois être une bonne maîtresse et une bonne Ouais, amante». ouais, Et tout ça, c'est, bah, c'est lourd et quand l'homme, me dit: «Bah, oui, mais ma femme, elle est fatiguée» et cetera, c'est aussi de se poser les questions. Moi, c'est vrai que j'accompagne aussi beaucoup d'hommes et j'espère qu'ils écouteront ce podcast. Se dire aussi: «À quel endroit est-ce que moi je peux contribuer pour, bah, que ma femme, elle soit, ou ma partenaire soit, connectée à elle, aux sensations corporelles, limiter sa charge mentale et cetera». Parce que finalement d'être, partout au top et c'est pas possible. En tout cas, pas tout le temps. en même temps. Voilà, En exactement. même temps, exactement. Mais c'est hyper intéressant parce que, effectivement, moi, quand je parle avec des potes qui se plaignent, en fait, de leur partenaire, c'est souvent ça, ils se rendent pas compte. On a un gros exemple, c'est le congé, maternité. Bah, les femmes, elles sont à la maison et donc les hommes, ils se disent: «Bah, elles font rien à part s'occuper du gosse». Mais du coup, elles ont plein de temps. Mais en fait, non, la charge mentale, même la sollicitation d'un enfant, le d'entretenir le foyer et cetera, c'est énorme et les hommes ne s'en rendent pas toujours compte. Non, c'est vrai et c'est bien, je pense, d'en parler parce que je pense pas que ce soit moi, j'accompagne énormément d'hommes, hyper bienveillants, très respectueux de la femme et je ne pense pas que ce soit, en tout cas, intentionnel. Non, Je pense qu'il y a une méconnaissance de ce que vit la femme, comme il peut y avoir une méconnaissance de ce que vivent les hommes. Et c'est important d'en parler pour pouvoir mieux se comprendre, parce que l'harmonie dans une relation, c'est de se comprendre aussi. Et c'est vrai que parfois, bah, on est à bout, parfois on ne sait pas l'exprimer, parfois on trouve pas les bons mots ou les mots justes. Et puis c'est juste de se dire bah ouais, en fait, écoute peut-être ce podcast. Et comme ça, tu comprendras ce que je vis, à ouais, peu près, en tout cas, et on en parle après. ouais, Mais je pense que c'est important en tout cas de pouvoir éduquer et de pouvoir parler sur ces sujets-là. ouais, complètement d'accord et par rapport à la communication, ce qui est important aussi, c'est de parler de ce que chacun ressent et pas de, dire: «Tu fais ci, tu fais ça» ou alors sous la forme: «Quand toi tu fais ça, moi je me sens comme ça». Parce que c'est ça qui apporte, on va dire une communication ouverte.
Moi, j'applique pas bêtement, on va dire, la CNV, hein, mais c'est vraiment, en fait, pour apporter vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on maîtrise, ce qui est en notre contrôle, c'est ce qu'on ressent et ce que l'on voit, ce que l'on interprète et ce qu'on suppose. Et donc, en parlant à la première personne, ça met plus de nuances et ça fait que ce ne sont pas, on parle pas de faits, on parle juste de ses propres perceptions. Exactement. Et surtout, je pense que ça, c'est vraiment important pour être en mode équipe. On n'est pas l'un contre l'autre, on est l'un avec l'autre et parfois on a tendance à l'oublier. Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai eu un challenge avec, un de mes ex, que tu connais. D'ailleurs, s'il passe par là, on lui passe le bonjour. Où en fait, on était les 2 face à face avec le challenge au milieu. Alors qu'en fait, la meilleure approche et ça, on en a parlé tous les 2, c'est en fait, ça aurait été de se mettre ensemble et en essayant de trouver des solutions à notre challenge. Comme tu dis, et d'être en équipe et je trouve que c'est ce qu'on retrouve souvent dans les relations. Pourquoi ça ne va pas? C'est parce que chacun veut avoir raison. Chacun veut rester campé sur sa position et personne n'essaie de voir le challenge de l'autre côté, se mettre à côté de son partenaire pour voir comment elle voit le problème en fait. Exactement et je pense que c'est vraiment ça et puis, aussi de créer vraiment cette bulle de couple harmonieuse et complice et en coéquipe ensemble et comme une équipe, ça on collabore, on se parle, on distribue les tâches, on délègue. Bref, on échange et on est vraiment ensemble et c'est ça qui est magnifique dans la relation. Pour moi, le couple, c'est la plus belle aventure au monde et on a aussi tendance à penser qu'il faut qu'on soit en couple, pour être heureux. C'est pas le cas non plus. Ça, c'est un message aussi quand même important avant qu'on termine, Julie, parce que le couple, oui, c'est très beau. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont célibataires aussi et c'est de voir bon, si c'est vraiment une envie d'être en couple et de construire quelque chose et qu'on n'y arrive pas et qu'on répète des schémas, bien évidemment, faites-vous accompagner parce que ça, il y a un problème si vous êtes malheureux. Et si vous êtes bien et que vous êtes heureux comme ça et que c'est un vrai bonheur, tu vois, et que vous avez envie de vivre votre vie avec des plans cul, avoir un modèle différent, parce qu'on me pose souvent la question de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal. Moi, j'ai juste envie de dire, tant que vous êtes heureux, tout va bien. Exactement. C'est, vos choix de vie et le travail à faire, c'est plus, comment assumer en fait, ce que vous avez envie de vivre et comment vous avez envie de le vivre. Exactement, c'est ça. Et dépasser le regard des autres, déconditionner peut-être sur ce qui vous bloque pour pouvoir avancer. En tout cas, assumer pleinement ces choix-là. Et c'est ça qui va être le plus important. Ouais. Merci, pour ces derniers mots, Jess. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter pour, terminer notre épisode? Soyez heureux. Yes! Du coup, moi, je remettrai, tous les liens où vous pouvez, retrouver Jessica Pirbet, madame et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci encore ma Jess. Merci à toi, Julie. Merci d'avoir écouté cet épisode des Perles de Jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où mon pseudo c'est Julie-UGS afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt pour un nouvel épisode.